Allez, on vous reparle du Bitcoin sur Boursorama. Pourquoi? Parce qu'on assiste depuis le début de l'année à une nouvelle envolée des cours voilà, du Bitcoin après, on s'en souvient, son effondrement en 2018. Alors, est-ce que le marché a renoué avec sa folie spéculative de 2017? On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors, ça a fait, les chiffres sont dingues. Ça s'était effondré, on n'en parlait plus. Il était à la cave en fin d'année dernière, le Bitcoin. Et là, on a fait cette année entre les plus hauts et les plus bas, ce que vous me disiez, hein, x3 entre les plus hauts et les plus bas. Oui, ou pour, en quelques semaines, en quelques mois. Ou pour schématiser quelque chose qui sonne bien, on a fait exactement plus 10 000 quoi dollars dollars, oui. Sur le Bitcoin entre le 27 janvier et le 26 juin. Voilà, entre, on va dire, 3 450 et 13 600, 13 700. On a rebaissé un petit peu là, non? On tourne autour de 11 000, ce qui reste quand même relativement élevé, en tout cas nettement supérieur à la moyenne 200 que beaucoup de chartistes regardent. Bon, on se dit quoi, Philippe? On se dit qu'on est toujours dans cette exubérance irrationnelle, dans cette folie spéculative, ou cette fois, il y a un peu du concret, du fondamental qui viendrait un petit peu, ou on est de nouveau reparti sur, voilà, sur quelque chose de délirant, quoi. Il n'y a aucun fondamental d'aucune sorte dans le Bitcoin. La question, ça serait aujourd'hui de savoir, est-ce que ça vaut 11 000, 10 000, 100 000 ou 1 000? Alors moi, j'ai qu'une seule réponse concrète pour vous dire ce que peut valoir le Bitcoin, si toutefois on peut considérer que ça serait une justification, c'est quel est son coût d'extraction. Combien il faut dépenser d'électricité, combien il faut mettre d'argent dans des ordinateurs, des cartes graphiques pour sortir un Bitcoin. Pour miner. Pour miner. Alors, les chiffres, je vais vous les citer tels que. En France, il faut au moins 2 000 euros de matériel pour que ça tourne un petit peu. Et en consommation d'électricité, aujourd'hui, miner un Bitcoin en France, c'est entre 6 000 et 6 300 euros. Alors, si on ne mine que durant miner, c'est-à-dire extraire par calcul le Bitcoin, c'est-à-dire faire tous les calculs qui permettent de valider, de prouver qu'on a fait un travail, ce fameux proof of work, et qui ensuite vous permet d'introduire les Bitcoins que vous avez calculés dans une chaîne où ils sont définitivement fixés. Donc, électricité. Donc, ce coût de fabrication à la fois. C'est 6 300. Vous rajoutez 2 000 euros de matériel. Vous voyez qu'on est à 8 000. Bon, c'est pas rentable. Soit 10 000 $, quoi. Donc, si vous le produisez en Islande, ou au Canada, près d'Hydro-Québec, ou en Mongolie extérieure, où il y a de l'électricité produite au charbon pas cher, le coût de production, le coût de consommation de courant, c'est environ 3 000 $. Ce n'est pas un hasard si le Bitcoin a arrêté de baisser quand il est arrivé à 3 100, 3 150, parce qu'on était là vraiment sur les niveaux planchers de coûts de production. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui encore, les premiers mineurs au monde de Bitcoin, ça reste quand même les Chinois. Et c'est une électricité au charbon. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, on est à peu près au niveau du break-even, c'est ça, sur le on y Bitcoin, était sur le point mort. Et on a explosé. Mais je rappelle que du fait que la plupart des Bitcoins sont minés en Chine avec de l'électricité au charbon, le Bitcoin est une véritable catastrophe écologique. Parce que la puissance de calcul ne sert qu'à produire une unité. Ce n'est pas quelque chose qu'on récupère dans l'industrie. On ne se sert pas du Bitcoin pour chauffer des immeubles ou pour refroidir, je ne sais pas, des hangars. On a juste cramé de l'électricité pour faire du calcul. C'est tout, c'est pas récupérable après. Et ça n'a rien produit d'autre qu'un Bitcoin. C'est pour ça que je dis que qu'est-ce que vaut un Bitcoin? Je dirais qu'aujourd'hui, si c'est son coût de production, c'est entre 3 000, 3 500 en Chine ou dans des zones où l'électricité est peu chère comme l'Islande, et c'est plus de 6 000 en France, en Californie. Donc vous voyez déjà que c'est difficile de dire ce que ça vaut. On sait ce que ça coûte. Et après ça, si on prend le coût écologique, alors là, on dit le Bitcoin, c'est quelque chose, c'est juste une horreur. Mais qu'est-ce qu'on pourrait expliquer conjoncturellement, encore une fois, cette poussée de fièvre sur le Bitcoin? On se dit quoi? On se dit il y a eu cette inflexion, on en parle souvent ici, des politiques monétaires, des banques centrales, les taux d'intérêt qui seront encore plus bas que terre. On a quoi? On a, vous me disiez, il y a une plateforme de dérivés, voilà, de crypto qui vient d'être lancée.
Vous me dire a posteriori, on peut toujours tout justifier. Hein, mais, Alors, il y a effectivement plusieurs choses qui intellectuellement vous parlent. À partir du moment où les banques centrales, le 27 décembre 2018, la Fed on commence à comprendre qu'elle va changer de position, qu'on s'en va plus vers 2 hausses de taux en 2019, mais plutôt vers 2 baisses. Donc, ça veut dire qu'on est déjà en train de dévaluer la monnaie. Ensuite, vous avez la BCE, la Fed, qui à leur tour se mettent à parler de quantitative easing, le retour du QE. Alors si on se met en quoi ça pousse le Bitcoin et la hausse hein parce que de nouveau, ça rend légitime l'argument « Oh, les banques centrales, elles manipulent les devises, hein, vous vous rendez compte, ils vont créer encore des milliers de milliards de dollars. » La manipulation du dollar ou de l'euro, quand vous regardez sur les 6 derniers mois, ça se tient dans une fourchette de 4%. Le Bitcoin, ça décale de 4% à la minute. Ah oui, mais les banques centrales, elles manipulent. Hein. Alors, le Bitcoin, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça relégitime cette idée que les banques centrales manipulent les devises, qu'on va en avoir plus et que donc on dévalue forcément. Le Bitcoin étant en architecture fermée, on ne va pas créer plus de Bitcoin. D'ailleurs, on en crée moins chaque année. Hein, tous les 4 ans, on réduit, graduellement, tous les 4 ans, on réduit de moitié le nombre de bitcoins produits. Ah, il y a un effet rareté, vous vous rendez compte? Alors qu'on n'a pas ça sur le dollar et sur l'euro naturellement. On se dit quoi alors? On se dit que voilà, on est toujours dans cette. On a eu l'explosion du bitcoin, enfin on a eu la montée vertigineuse, on a eu l'explosion derrière. Et on est reparti dans une nouvelle forme de bulle. Parce que derrière, il y a eu quand même ça qui s'est passé des choses. Il y a eu le lancement du Libra, on en a parlé ici, la monnaie de Facebook, la crypto de Facebook. Voilà. Qui a quand même beaucoup plus d'avantages que le Bitcoin, c'est-à-dire que ça sera stabilisé par rapport à un panier de devises. Voilà, je cherche encore une fois à comprendre. Il y a des gus qui disent aujourd'hui le Bitcoin, ça va retourner à 100 000 $. Enfin, on entend tout n'importe quoi. Oui, vous avez effectivement Anthony Pompliano, Michael Novogratz, Quentin Beauchesne, ils vous disent aujourd'hui, ça peut aller à 100 000 $. Ce sont pas des crypto-fans, mais ce sont des gourous qui sont assez suivis. Mais il y a 6 mois, quand le Bitcoin était à 3005, je pense que ni M. Beauchesne ni M. Novogratz auraient convaincu qui que ce soit qu'un Bitcoin, si on l'achetait à 3005, on pouvait espérer le voir bientôt à 5000. Le Bitcoin, c'est un formidable révélateur de la psychologie. Quand ça vaut 3000, personne ne croit que ça peut aller à 5000. Une fois qu'on vient de passer de 3000 à 11 000, tout le monde, d'un seul coup, se met à croire que ça peut aller à 100 000. Voilà. Donc ça, c'est pour cette psychologie. Et est-ce que ça répond à la question, est-ce que c'est une bulle? On est dans une psychologie de bulle. Maintenant, il y a des éléments... On y est toujours. Et voilà. Toujours. Alors, la Libra. Alors là, est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou l'inverse? Alors, il y en a qui disent « Ah, depuis qu'on a compris que Facebook réfléchissait à une nouvelle crypto, ça redonne d'un seul coup de l'intérêt, ça remet les projecteurs sur les cryptos. » Alors, ça peut être une explication. On se dit, voilà, si Facebook va en faire, c'est que les cryptos, c'est quelque chose de fantastique. En gommant les défauts du Bitcoin, encore une fois. Ah bah oui, puisque ça sera un stablecoin. Ouais. C'est une monnaie composite. Une monnaie stable. Voilà. Ça sera d'ailleurs une crypto-monnaie, crypto-dollar, quoi, d'ailleurs. Crypto-dollar. Enfin, si le panier est le reflet aujourd'hui de la pondération des devises dans le monde, on va aller dans quelque chose, effectivement, qui sera stable et effectivement. Oui, mais ça gomme le gros défaut, encore une fois, Bitcoin ne peut pas être une monnaie parce qu'une monnaie ne varie pas de 40% dans la journée. Eh bien, exactement. Mais par contre, pas d'attrait spéculatif. Par contre, l'attrait, c'est de pouvoir régler ses achats avec une appli qui est sur son smartphone. Avec une blockchain privée, pour le coup. Avec une blockchain privée. Alors maintenant, avec quel coût? Parce que moi, j'ai vu en Chine, on arrive dans une boulangerie, on a Alipay sur son smartphone, un petit QR code, bling, et on peut acheter le tout, un paquet de biscuits à 2,50 €, un café à emporter. Tout le monde paye avec Alipay. Ça, c'est un petit jeu de mots, hein. Alipay, All iPay. Ouais. Et les États-Unis n'ont pas l'équivalent aujourd'hui. Ils pourraient l'avoir au travers la réponse de Facebook, c'est la réponse en fait à... Exactement, au travers de WhatsApp et même Twitter y réfléchit parce que là aussi, au travers de la plateforme Twitter, on pourrait très bien avoir une appli de paiement. La question de savoir est-ce qu'elle sera rentable parce que Alipay, c'est très simple, il n'y a pas de gros frais derrière. Si vous avez vraiment une blockchain et que ça vérifie toutes les transactions par X points, donc à chaque fois, il faut faire tourner des ordinateurs qui consomment énormément d'électricité pour valider chaque transaction, est-ce que ces transactions ne vont pas sortir à un coût exorbitant, donc, exorbitant, même si c'est un peu plus qu'un paiement carte bleue, à quelques centimes près, ça joue sur des petits montants.
Bon, il nous reste 30 secondes juste. Donc, en gros, pour clore le sujet là, sur le Bitcoin, cette nouvelle flambée, c'est toujours le délire, quoi, finalement. Toujours dans cette exubération. Il y a l'aspect, d'un seul coup, il y a du buzz dessus. Alors, il y a du buzz, et puis il y a quand même des choses qui plaisent évidemment aux traders sur le Bitcoin. On sait que le Chicago Board of Exchange avait Lancer des futurs sur. voilà, et puis vu que le Bitcoin s'était effondré, bah, ils ont arrêté d'émettre des futurs. Donc le truc est en train de s'assoupir doucement. Et puis là, d'un seul coup, il y a une nouvelle plateforme qui va émerger qui s'appelle le BAKKT, qui sera montée par l'ICE, hein, qui est aujourd'hui le propriétaire du New York Stock Exchange. Donc c'est aussi quelque chose de très très gros. Donc si on recrée des futurs sur le Bitcoin, ça redonne de l'intérêt. Voilà, ça redonne de l'intérêt parce que certains vont pouvoir le vendre à découvert, donc vont pouvoir spéculer à l'achat, etc., etc. Et puis il y avait aussi vraiment un des gros handicaps du Bitcoin qui va peut-être être contourné, dominé, c'est que à l'origine, dans le Bitcoin, il est fait pour supporter 7 transactions dans le monde par seconde. Ouais, pas grand-chose. Voilà. Donc là, on va peut-être voir naître une nouvelle plateforme qui va permettre des transactions ultra rapides sur le Bitcoin, jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Là, ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Donc là, ça sera la Lightning Network. Et ce sera une espèce de couche, entre guillemets, pour les informaticiens. C'est une couche qui se placera au-dessus de la plateforme Bitcoin et qui permettra d'en négocier presque à la façon algorithmique. 100 000 transactions. Ça gomme aussi un défaut pour le coup qu'on reproche. Voilà, parce que quand on passait son ordre de vente sur un Bitcoin à un moment où c'était du fast market, hein, où d'un seul coup ça s'emballait complètement, vous passiez votre ordre à 2 heures du matin, parce qu'il fallait suivre ça en permanence, vous étiez exécuté des fois à midi. Vous aviez placé votre ordre de vente à 15 000 et vous étiez exécuté à 13 000. Ouais. Et en plus de ça, avec des frais épouvantables. Bon, il y en a qui connaissent bien le sujet, en tout cas voilà. C'est Philippe Béchade. Hein, en tout cas, ça, si c'est résolu, ça fait plaisir. Et donc, ça soutiendra effectivement aussi le Bitcoin. Allez, merci pour ces explications. Donc, signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci.